Quand vous décidez de recourir ou de faire appel à un éducateur, à un programme d'éducation canine, et la question que je vous propose de réfléchir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous attendez en réalité d'un programme d'éducation canine? On pourrait commencer par parler des chiens, mais je vous propose une autre approche. Commençons par parler de vous. Pour- Pourquoi vous intéressez-vous de près ou de loin à l'éducation canine? En général, vous avez un chien et vous voulez bien vivre avec lui. Parfois, vous pensez peut-être plus ou moins devenir éducateur canin à temps plein, à temps partiel, de manière professionnelle ou dans le cadre d'une activité bénévole. Ce qui vous intéresse dans tous les cas, c'est donc le chien, les chiens. Alors, pourquoi parler d'abord des maîtres? Il y a à cela des raisons tout à fait sérieuses pour choisir de s'occuper d'abord des maîtres. C'est que, nous le savons désormais, ce n'est pas l'homme qui a choisi le chien, mais le chien qui a choisi l'homme. L'homme, c'est-à-dire la nourriture abondante et gagnée facilement. L'homme, la protection contre un monde sauvage et sans merci. L'homme, cette part d'affection qui sommeille, on le sait maintenant, au sein de tout ce qui vit. Le chien n'a pas à produire un effort particulier pour s'adapter à l'homme, à ses foyers, à ses coutumes, puisque cette adaptation est le bel et bon le fruit de sa volonté. Le chien a voulu vivre au voisinage de l'homme. Rester aux lisières de l'habitat humain, comme ça a été au début, tout au début, les chiens commençaient par suivre les humains de loin pour essayer de récupérer les restes de leur chasse. Et puis, ils ont commencé de vivre autour des habitats humains, des campements. Pourquoi? Parce que autour des campements, il y avait les endroits où l'on jetait les restes de nourriture, et ces restes de nourriture étaient quelquefois pour les loups, pour les chiens, les futurs chiens, des repas plantureux. Et donc, ils s'habituaient à rester autour des campements, rester aux lisières de l'habitat humain pour en guetter les miettes. S'il le faut, cela convenait parfaitement aux chiens. Maintenant, il faut comprendre que les humains, au début, ont certainement cherché à se débarrasser de ce qu'ils considéraient comme des nuisibles, qui risquaient de menacer les plus faibles d'entre eux, ou les enfants, par exemple. Et puis, petit à petit, ils ont découvert que ce voisinage pouvait avoir aussi des avantages pour eux. D'abord, quand les chiens les accompagnaient, quand les loups les accompagnaient à la chasse, eh bien, ils se sont aperçus que les loups avaient un bien meilleur odorat que les humains et ne perdaient pas les pistes. Et puis, au niveau du campement, on s'est aperçu que si les, si les humains avaient en réalité, on s'est aperçu, on a découvert que les humains avaient pris l'habitude d'avoir autour des campements, à des endroits bien précis, ce qui leur servait de charnier, c'est-à-dire d'endroits où ils laissaient les restes de nourriture. Et ces restes de nourriture, il fallait les enterrer. Pour deux raisons. La première, c'est que cela pouvait attirer, par l'odeur, des prédateurs plus ou moins sympathiques et donc plus ou moins dangereux. Et la seconde raison, c'était que ces restes, évidemment, pourrissaient et pouvaient devenir source de mauvaises odeurs et, plus grave encore, de propagation de certaines maladies. Lorsque il y avait des loups autour des foyers humains, eh bien la corvée d'enterrer les restes était épargnée aux humains. En effet, quand un chien ou un loup se servait sur une carcasse, il n'en restait rien que les os qui, eux, ne sont pas vraiment susceptibles de dégager en pourrissant de mauvaises odeurs, et donc ça ne laissait pas de traces dangereuses. Et donc le loup faisait le travail de poubelleur tout aussi bien que les humains qui auraient été obligés sinon de creuser, ce qui, à l'époque où on manquait de pelleteuses et d'outils pour creuser, était bien précieux. Alors le chien n'est pas un ingrat, il est très content qu'on lui donne ce rôle de simple accompagnateur, mais on constate que si on veut confier au chien une tâche,
une responsabilité qui lui confère au sein du groupe créé par le chien et l'homme une sorte de place sociale, et bien ma foi c'est encore mieux, le chien est encore plus content. Le chien n'est pas un ingrat et nous rendre service multiplie pour lui le plaisir de notre compagnie. C'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour un chien, avoir une utilité ajoute au plaisir qu'il a de vivre près de nous. Et c'est exactement le contraire pour l'homme. Le loup qui rôdait autour des campements, je l'ai dit au début, l'homme l'a toléré plus qu'il ne l'a souhaité. Il l'aurait chassé s'il avait su comment s'y prendre. Mais enfin, c'est pas si facile que ça de chasser des loups qui tournent autour des campements. Donc l'homme s'est plus ou moins de bon gré ou de force adapté à la présence tenace et lancinante de ses voisins. Et encore une fois, il a trouvé le moyen de les rendre le moins nuisibles possible, d'une part en les utilisant lorsqu'il partait à la chasse, et d'autre part, je l'ai dit, parce que le chien était un merveilleux, le loup était un merveilleux poubelleur. Le fait que les loups aidaient les hommes à pister les animaux est une très jolie histoire, parce que l'homme repérait sans doute le premier des traces, et puis il le suivait à la course, comme vous le savez. Mais le problème, c'est que les animaux poursuivis essayaient de tromper l'homme, essayaient qu'ils ne puissent pas suivre bien leurs traces, et l'homme pouvait perdre dans bien des cas la trace de ces animaux, même si nos ancêtres étaient beaucoup plus doués que nous pour lire ce qui se passait sur le sol. Au contraire, les loups, qui ont un odorat bien plus exercé, ne perdent pas les traces d'animaux. Mais ensuite, au moment de la mise à mort, c'est les hommes qui sont chargés parce que c'est quand même plus facile de liquider un animal, genre un cerf ou que vous voulez, ou un sanglier avec une lance, que de le faire avec des dents. Et donc les loups laissaient bien faire les hommes pour ça. Et puis donc les hommes devaient prendre les premiers morceaux, évidemment, et on donnait aux loups les restes, ce qui arrangeait tout le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que je vous raconte là, c'est-il passé il y a 10 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans, plus si vous voulez. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute façon, cela n'est rien pour faire bouger quelque chose, peu que ce soit, de nos neurones. Il a sans doute fallu 1 million d'années pour faire notre cerveau. Vous pensez bien que 10 000, 20 000, 30 000 ans, c'est rien du tout. Et il faut bien comprendre qu'il n'y a pas l'ombre d'un soupçon de différence entre nos pères qui ont accepté la présence de leurs premiers chiens ou des loups et nous-mêmes. Il faut 1 million d'années pour faire un cerveau, 30 000 ans c'est rien, et donc contrairement à tout ce que nous pouvons croire, il n'y a pas une grande différence il n'y a pas de différence entre nos cerveaux et ceux des premiers humains qui ont eu les premiers chiens. En effet, ces pères qui sont donc en fait si lointainement proches, nous devons nous aussi, et contrairement à ce que nous pouvons penser, eh bien, nous devons trouver les moyens, encore aujourd'hui, de nous adapter à la présence de nos chiens que nous croyons le plus souvent avoir choisis avec la plus grande rationalité, mais dans les faits, je crois moi toujours que ce sont les chiens qui nous choisissent beaucoup plus que nous ne les choisissons. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais nous pensons que nous choisissons les chiens pour des raisons rationnelles. Rien ne le prouve, c'est peut-être aussi pour des raisons tout à fait irrationnelles, et les chiens sont peut-être plus malins que nous pour se faire aimer de nous. Voilà pourquoi c'est du côté de l'homme, de la relation homme-chien. Si on veut analyser la relation homme-chien, c'est du côté de l'homme que nous gagnerons à commencer. Car c'est de ce côté aussi, je viens de vous le démontrer, que le chemin à parcourir sera certainement le plus long. Oui, vous voulez intervenir? Vous me dites que vous ne faites le plaisir de m'écouter simplement parce que vous voulez apprendre des choses sur votre chien, mais pas du tout des notions sur l'éducation canine en général. Je vous le dis tout net, cela n'est pas une bonne démarche, car je pense que c'est bien de commencer par avoir une réflexion sur les maîtres avant d'avoir une réflexion sur les chiens. En réalité, donc, dans le cas particulier, d'avoir une réflexion sur vous-même. En effet,
avant de décider d'imposer à un pauvre animal un programme d'éducation canine quelconque, et rien ne prouve que cet animal ait très envie de ce programme que vous comptez lui imposer. Il va le faire peut-être, mais peut-être pour vous faire plaisir, mais bon, prenons, si vous voulez, le temps ensemble de nous demander qui vous êtes, pourquoi vous avez voulu avoir un chien, ce que vous comptez en faire et ce qui fera ou ferait que cette compagnie vous soit la plus agréable possible. Je vous propose donc de nous arrêter là pour aujourd'hui et dans un prochain entretien, je propose d'aborder avec vous les différentes situations qui peuvent vous conduire à penser éducation de votre chien. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.